Monsieur le ministre des Forces armées, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Messieurs les présidents de groupe, Messieurs les chers ministres, chers collègues, ministres des Finances et du Budget, ministre du Travail, chers agents, fonctionnaires, officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers collaborateurs, honorables députés. Je peux emprunter la formule, sama yaram daw na, pour dire, comme le doyen Mansour Mbaye, ca dëgg-dëgg yaram daw na. Maa ngi leen di sant bu baax, di leen gërëm. Vraiment, les remerciements et les propos, témoignages sur ma personne m'ont profondément touché. Vous avez été trop aimable, dëgg yàlla ci témoignage yi ngeen def. Yéen a baax parce que vous m'avez accompagné dans cet hémicycle. Vous m'avez soutenu, vous m'avez encouragé, vous avez été solidaire avec moi. Et c'est valable pour les députés aussi de l'opposition, par leurs critiques, leurs observations, ils m'ont enrichi. Et c'est pourquoi je vous dis merci aussi. Donc, li ñu fi liggéey yéen a ko liggéey parce que yéen a taxawoon suñu wet di ñu gunge di ñu déglu di ñu teg ci yoon di ñu encourager di nëbb suñu ay ayib di feeñal suñu ay talent ak suñu qualité. Donc vraiment wax dëgg yàlla je vous remercie et je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour moi, particulièrement les députés du groupe Benno Bokk Yakaar. Donc vraiment merci à tous les députés. Je profite de l'occasion aussi pour vous rendre hommage. Nous avons vu le travail que vous effectuez dans le dénouement, et avec un engagement, avec une loyauté à la République et à ses valeurs. Donc l'exercice auquel nous souscrivons aujourd'hui est un grand exercice de démocratie, mais aussi un devoir constitutionnel. Et vous le faites avec beaucoup d'engagement, beaucoup de rigueur professionnelle. Wax dëgg population yi mérite ngeen ñu leen di wooyee les députés du peuple parce que vous êtes là pour représenter le peuple et défendre les intérêts du peuple. Donc vraiment c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui devant le président de l'Assemblée nationale et mes chers collègues. Monsieur le Président, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous redire notre amitié, notre estime et notre considération. Nous saluons le travail que vous faites avec beaucoup d'esprit de discrétion, d'effacement et d'engagement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide, vous tous, dans la nouvelle mission qui vous est confiée, une mission exaltante, une mission au service de la République, et vous l'accomplissez avec beaucoup d'engagement et beaucoup d'efforts. Nous sommes aujourd'hui en train de voter le budget du ministère des Forces armées. En commission technique, vous m'avez fait l'honneur de ne pas débattre du budget. J'aurais préféré qu'on débatte en commission technique et qu'on ne débatte pas en plénière. Parce que simplement, nous sommes en train de parler et tout le monde nous regarde, tout le monde nous observe. Les amis du Sénégal comme les adversaires potentiels du Sénégal. Parce que le Sénégal a pris la décision de ne pas avoir d'adversaires déclarés, mais d'avoir des intérêts et de durement défendre ses intérêts ici et ailleurs. Donc, il y a dans ce budget des éléments quand même assez stratégiques, assez importants, qu'on ne doit pas dévoiler. C'est pourquoi il est bon peut-être d'instituer définitivement le débat en commission technique où c'est les ministres qui sont en face des représentants du peuple, débattre de tout et à fond et éviter justement de débattre en plénière parce que simplement souvent les débats en plénière peuvent nous amener sur des terrains et sur des observations qui sont utilisées ailleurs et qui peut être une faiblesse dans notre stratégie de défense et de sécurité. Ce budget, vous l'avez dit, est de 313 milliards de francs CFA.
313 milliards, donc une augmentation de presque 40 milliards de francs CFA, qui témoigne de l'ambition de M. le Président de la République de poursuivre dans l'axe 3 du plan Sénégal émergent, paix, gouvernance et sécurité, le renforcement de nos forces de défense et de sécurité pour leur permettre d'être suffisamment opérationnels pour remplir leur contrat, leur mission, qui est une mission exaltante. Ce n'est pas la peine de revenir sur cette mission, vous l'avez déjà suffisamment vantée, donc vous connaissez très bien ce que nous sommes en train de faire. 14,7% d'augmentation, c'est important. Ce n'est pas suffisant, mais je pense que si on compare les budgets de 2012 jusqu'à aujourd'hui, on peut se rendre compte que nos budgets ont évolué de plus de 250%. C'est-à-dire que les budgets de 2012, aujourd'hui les budgets de 2023 les multiplient par 3. Parce qu'à partir de 2012, le président de la République, chef suprême des armées, a eu une vision très claire de dire nous allons avoir une armée qui représente quelque part le danger qui guette le Sénégal. Et ce danger-là, vous l'avez cité, terrorisme, djihadisme, extrémisme, lutte politique qui peuvent avoir des dérapages sur l'ordre public et le maintien de l'ordre public. Vous avez parlé aussi de beaucoup de risques au niveau de la protection de nos ressources pétrolières et gazières, nos ressources naturelles, donc nos ressources halieutiques aussi. C'est pourquoi vous avez vu sur les 3 dimensions de notre armée un renforcement, une montée en puissance assez homogène et cohérente pour nous permettre justement de positionner notre armée sur les risques qui guettent le pays. Et ça aussi, c'est bien de le saluer et de le mentionner. Maintenant, il reste que vous avez fait beaucoup d'observations sur les demandes qui tournent autour déjà du maillage sécuritaire, c'est-à-dire faire en sorte que dans chaque département, dans chaque arrondissement, dans chaque commune, qu'on ait des brigades de gendarmerie pour renforcer la sécurité. Dans chaque département, dans chaque région, qu'on ait des camps. Nous avons donc 7 zones militaires aujourd'hui qui nous permettent justement d'impacter de manière significative sur la défense de notre territoire. Et je veux rassurer les zones frontalières. Le président de la République, avec son armée, a compris effectivement qu'il nous faut justement déporter la stratégie de défense du pays vers là où le pays est en danger. C'est au niveau maritime. Et ça, j'ai fait un voyage avec le chef d'état-major de la marine pour recevoir le 2e OPV, c'est-à-dire le 2e patrouilleur en haute mer du Sénégal. Le Sénégal n'a jamais eu ces types d'armement extrêmement sophistiqués, suffisamment dissuasifs pour nous permettre de défendre et de réclamer ce qu'on appelle la présence de l'État en mer, pour nous permettre de faire des opérations de police, de faire des observations aussi de surveillance, d'identification de nos adversaires, mais faire face au risque de déperdition de nos ressources naturelles. Je pense que ça, c'est important de le dire devant la représentation nationale. Je peux dire la même chose pour l'armée de l'air, où nous sommes en train justement d'équiper l'armée de l'air, de créer de nouvelles bases aériennes partout au Sénégal. Vous avez parlé de Linguère et d'autres localités pour montrer la présence de l'armée dans des points stratégiques, particulièrement les points frontaliers. Donc ça aussi, c'est important. Je peux dire ça également pour l'armée de terre, où les dispositions ont été prises. Nous avons eu une augmentation de 60% des effectifs de nos forces de défense et de sécurité en ce qui concerne l'armée de terre et de mer et de la marine, mais aussi la gendarmerie. C'est important de rassurer la représentation nationale sur la stratégie de montée en puissance, tant au niveau des infrastructures militaires et sécuritaires, tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau justement de la condition militaire, la condition des gendarmes, etc., etc. Vous avez parlé de beaucoup de sujets ici, sur les invalides et sur les militaires. Je veux vous rassurer que le chef de l'État a pris les dispositions avec le gouvernement pour payer l'argent de l'allocation spéciale de ces invalides qui sont le trait d'union entre l'armée et les populations. Parce que quand on parle d'armée-nation, justement, ce sont ces combattants, ces blessés, ces tués qui représentent quelque part la mémoire collective et qui fait la fierté de nos populations, parce que l'armée, c'est d'abord un sacrifice, c'est un engagement. C'est la seule corporation administrative où ils disent la mort, oui, nous disons la mort, mais pas la honte. Il n'y a pas un fonctionnaire qui s'engage à ce niveau pour défendre la République, pour que le Sénégal soit debout. Donc je pense que les hommages que vous les avez rendus, je joins mon propos à cet hommage qui a été rendu à ces forces de défense et de sécurité pour vous dire que cette armée, elle est prête, elle est équipée, elle est moderne, elle est suffisamment dotée
pour permettre justement de remplir son contrat opérationnel. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. J'ai ici toutes les interventions des 38 députés avec toutes les réponses, une à une. Inch'Allah, nous prenons l'engagement ici de vous écrire et d'adresser à chaque député la demande qui a été formulée. Mais toutes les demandes tournent autour d'abord du renforcement du maillage sécuritaire. Je pense que nous avons assez fait. Je peux vous donner l'exemple de ce qui a été fait déjà entre 2017 et 2023. Plus d'une centaine d'infrastructures pour la gendarmerie, 3 à 5 escadrons, avec 25 escadrons de gendarmerie mobile, dont 10 de la Légion de gendarmerie d'intervention, 3 escadrons de groupement blindé, 15 escadrons de surveillance et d'intervention, portant ainsi le nombre d'escadrons permanents à 60 immédiatement mobilisables et 41 escadrons temporaires qui sont générés et équipés sur court préavis, soit 101 escadrons au total. Ça veut dire que le budget que vous avez voté ici, durant ces années 2016, 2017, 2018, 2020, 2023, sont des budgets qui ont été réalisés sur la base du renforcement du maillage sécuritaire. Je peux dire la même chose en ce qui concerne aussi les forces armées, mais c'est les forces armées, on ne veut pas trop en parler parce que simplement c'est assez sensible. Donc sur le maillage sécuritaire, rassurez-vous, les demandes sont prises en charge. La gendarmerie sait ce qu'on doit faire pour être présent, pour assurer la sécurité, préserver la vie des populations et leurs biens. Ça sera fait. On a parlé du service militaire obligatoire, nous avons la réponse. Effectivement, sur le principe, le service militaire est obligatoire, mais il faut se donner les moyens d'appliquer de manière totale cette loi. Parce qu'effectivement, nous avons une armée qui monte en puissance, on a des problèmes d'infrastructure et d'accueil, on ne veut pas former des militaires au rabais. Donc par année, nous n'avons pas moins de 20 000 volontaires qui s'engagent, qui affirment leur volonté de s'engager. Malheureusement, on ne peut pas les retenir tous au niveau des armées. Donc c'est pourquoi, évidemment, la montée en puissance est aussi en effectif. Normalement, à l'horizon 2025, nous devons nous retrouver avec pas moins de 30 000 militaires. Nous sommes en train d'accomplir, nous sommes en train de tout faire pour atteindre ces objectifs, mais on ne peut pas, malheureusement, compte tenu de ce que je viens de dire pour des infrastructures, mais aussi se donner le temps de former nos militaires. Ça aussi, c'est important. L'encadrement durant la formation, durant la durée légale est très important. Donc on ne peut pas prendre 20 000 personnes si on n'a pas les salles de classe, si on n'a pas les enseignants, si on n'a pas les professeurs, si on n'a pas aussi les instructeurs qui sont assez compétents et suffisants pour pouvoir faire le travail. La condition militaire est améliorée. J'ai parlé des invalides et des blessés. Nous pouvons revenir sur cette question avec des précisions très claires. Les invalides, le ministre des Forces armées a déjà fait mobiliser 1,8 milliard sur une demande de 5 milliards. Inch'Allah, il a pris l'engagement de payer au plus tard le 10 décembre. Donc cet engagement, je pense, sera respecté. Les invalides ont été informés et nous sommes en contact permanent avec eux. On a parlé de l'immigration clandestine. L'armée, la gendarmerie, la marine nationale sont en train de faire un travail remarquable pour dissuader. Il se trouve qu'on a 750 km de littoral, avec des points qui changent. Eux aussi, ils adaptent leur stratégie en fonction de la présence de nos forces de défense et de sécurité. Nous sommes en train de travailler. L'OPV que nous avons eu, le Wallo, a fait un travail remarquable pour dissuader, sauver et ramener certains Sénégalais au niveau de nos côtes. Mais ce n'est jamais suffisant parce que simplement nous avons 212 000 km² de superficie maritime et c'est très difficile d'être présent partout et de pouvoir dissuader tout le monde et ramener tout le monde à la maison. Mais rassurez-vous aussi, la gendarmerie, la police, l'armée, à travers la marine, sont en train de faire un travail dans le cadre du CELEC, le Comité international de lutte contre l'immigration clandestine. Les menaces sur la paix et la sécurité, vous en avez parlé. Je pense que la menace terroriste est une menace permanente. Elle est partout. Mais l'État du Sénégal a pris les dispositions à travers les forces de défense et de sécurité pour préserver le Sénégal de cette menace. Et les dispositions seront prises. C'est vrai qu'il n'y a pas de députés salafistes, il n'y a pas de députés terroristes, mais les terroristes sont autour de nous et ils rôdent autour de nous. L'armée et la gendarmerie sont là pour prévenir ces menaces et les éradiquer.
Vous avez parlé de cas spécifiques sur des gendarmes qui sont disparus. Je ne vais pas revenir sur cette question parce que simplement, il y a des enquêtes qui sont en cours et, Inch'Allah, les dispositions seront prises pour que ces faits soient élucidés. Vous avez parlé de coopération militaire avec la présence des forces armées au Sénégal, les forces françaises. Il faut simplement dire que la politique nationale, la politique sécuritaire et de défense est définie par le chef de l'État, qui est le chef suprême des armées. C'est lui qui définit les axes de coopération. Donc il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir au Sénégal pour dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire sur ce. Surtout que ce n'est pas des questions politiques, c'est des questions de dimension internationale. Les menaces qui guettent les pays, ce n'est pas des menaces qui guettent un seul pays. Donc les bouleversements géopolitiques et géostratégiques sont partout. Et donc le Sénégal se donne les moyens de pouvoir faire face avec ses partenaires habituels, dont la France, et nous assumons cette coopération avec la France. Formation militaire, vous l'avez dit, l'exemple du Britannique militaire que nous saluons. Évidemment, nous prendrons toutes les dispositions pour que cette école d'excellence dans l'armée reste une école d'excellence et de qualité. L'étendre, c'est une possibilité. Donc nous allons essayer de voir comment faire en sorte peut-être d'augmenter les effectifs et d'augmenter les niveaux d'encadrement. C'est mieux que d'étendre parce que quand même la qualité se fait rare. Donc il faut aussi se donner les moyens, comme j'ai l'habitude de le dire, d'avoir une formation de qualité. Vous avez parlé de l'implication de l'armée dans la santé, ce que nous tous nous saluons. 80% des services qui sont donnés par les établissements de santé militaires sont donnés aux populations civiles et pas aux militaires. Donc le service de la santé militaire est beaucoup plus fourni, offert aux populations, aux forces de défense et de sécurité. Donc ça aussi, c'est à saluer. Nous allons amplifier cela pour nous permettre justement de faire correspondre le concept armée-nation à la réalité. Je peux dire aussi la même chose avec le génie militaire qui fait un excellent travail. Les zones qui sont des zones très enclavées au Sénégal connaissent le rôle que le génie militaire fait pour désenclaver ces zones en période difficile, particulièrement d'hivernage, pour sauver les populations et les aider à mieux se mouvoir. Donc voilà les thématiques qui résultent des questions qui ont été posées. Nous allons vous donner les réponses. Malheureusement, Monsieur le Président, je suis désolé de pouvoir répondre comme ça avec ce résumé assez synthétique, mais c'est le temps en fait qui ne nous permet pas de revenir amplement sur les questions et de pouvoir répondre avec la courtoisie requise à toutes les questions qui ont été posées. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre amabilité, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, comme on le dit dans notre jargon, et pour donc leur rendre un hommage à partir de leur devise, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre.